Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de vous présenter Alice Le Breton-Ponsard, dirigeante de RH Mobilité et d'Équilibre à Brest. RH Mobilité est un cabinet de conseil en ressources humaines pour les TPE, PME et particuliers. Équilibre est une plateforme de prise de rendez-vous avec des experts du bien-être, de l'équilibre vie professionnelle et personnelle. Dans cet entretien, on parle évidemment de ressources humaines et de recrutement, mais également d'équilibre, de rachat d'entreprise, de formation professionnelle, de télétravail, de voile, des Jeux Olympiques et de féminisme. Un vaste programme pour en apprendre plus sur cette entrepreneuse bretonne très impliquée sur le territoire. On laisse tout de suite la parole à Alice. Bonne écoute! Bonjour Alice, merci beaucoup de nous recevoir chez toi dans les locaux de RH Mobilité à Guipava, près de Brest. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur RH Mobilité ? Donc RH Mobilité est un cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans l'accompagnement au changement. On accompagne les individuels, les organisations, les entreprises dans la transformation, la restructuration, l'accompagnement au changement sous toutes ses formes, particulièrement via le conseil aux entreprises et puis le bilan de compétences et coaching. RH Mobilité est une société qui existe depuis 2009 sur le territoire finistérien. RH Mobilité est une société que j'ai rachetée en 2017 et moi je suis dirigeante de ma société Passerelle depuis 2012. Aujourd'hui, nous, on travaille sur le Finistère. Je dirais plus largement, on a tracé une droite entre Morlaix et Lorient et on travaille à gauche de cette droite Morlaix-Lorient avec un ancrage territorial très important, une envie de connaître le territoire, nos entreprises et les individus, les collectifs qui y travaillent. Donc avec vraiment une envie de travailler au plus proche de chez nous et au plus proche de nos clients. Tu as un parcours très atypique, tu es doctorante en droit, juriste, mais tu as aussi été sportive de haut niveau en voile pour finalement t'orienter dans les ressources humaines en fondant Passerelle Consulting qui deviendra plus tard RH Mobilité. Comment as-tu vécu ces changements de carrière ? Chouette question. Alors oui, beaucoup de changements de carrière. Alors après, je pense que ma vie, et en tout cas ma carrière et mes réalisations sont rythmées par des rencontres et par des rêves. Donc je pense que chacun des éléments dont vous avez parlé, chacune des carrières dont vous avez parlé correspondent à un rêve. Donc oui, effectivement, j'ai fait du droit pendant très longtemps, plus de 8 ans. Certains diront 8 ans de droit et tout le reste de travers. Mais à l'époque, en tout cas, mon premier rêve, c'était de faire une thèse en co-tutelle avec le Canada. Donc je suis partie faire ma thèse en partie à l'Université de Montréal. Et ce que je voulais avoir une double nationalité. Ça a été un de mes premiers rêves. Et puis en fait, ça a changé parce que j'ai été rappelée. Je suis partie naviguer avec quelqu'un qui comptera beaucoup dans ma vie, qui s'appelle Anne-Claire, qui a fait tout mon parcours de sportive de haut niveau. Et puis à la fin de mon parcours de sportive, à la fin de ma carrière, je me suis dit qu'il fallait que j'aille travailler en entreprise pour avoir des tickets restaurants et des tampons. C'était mon rêve. Je voulais des tampons et des tickets resto. Et la première fois que je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai envoyé la photo à mes anciennes équipières en leur disant « j'ai réussi, j'ai des tampons et des tickets resto ». Et après, je me suis vite rendu compte que c'était pas non plus fait tout à fait pour moi. Et donc j'ai très vite créé ma société pour accompagner les personnes dans la reconversion. Ça me paraissait quelque chose de vraiment très très important. Cette reconversion, cet accompagnement à la reconversion, cet épanouissement professionnel. On passe quand même 80% de sa vie à travailler, donc c'était important pour moi d'accompagner les personnes là-dessus. Et du coup, le rachat d'RH Mobilité après à suivre, et puis tout ce qui va s'en suivre en termes de salariés, de croissance, parce que je crois que je peux le dire comme ça, c'est une sacrée croissance aussi entre 2012, la création, et aujourd'hui. Et justement, cette bascule professionnelle et la réorientation vers les ressources humaines, c'est quelque chose qui est lié au fait que tu n'aies pas réussi à trouver ta place comme salarié ? Ou ton expérience a-t-elle fait que tu as eu envie également d'accompagner d'autres personnes vers leurs rêves ? Alors je pense que l'idée de créer, je l'avais déjà parce que là, en discutant avec vous, je me souviens de ce moment où à la fin de notre championnat du monde en 2011 en Australie, on est parti avec mes équipières à Bali et on s'est toutes les trois dit « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire après tout ça maintenant ?» Et moi, je me souviens que je leur ai dit « Je vais monter une boîte qui marche. » Je me souviens très bien de ça. Et là, il fallait l'idée. Et effectivement, cette idée, elle est venue du fait que quand j'ai voulu me reconvertir, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai pas trouvé en fait. J'ai pas trouvé l'aide, j'ai pas trouvé la main tendue, j'ai peut-être pas été capable de l'avoir. En tout cas, j'avais besoin que quelqu'un rentre chez moi conscient ce qui était inconscient et m'aide à marcher sur ce chemin. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut accompagner les sportifs de haut niveau dans la reconversion, dans ce deuil en fait aussi de leur carrière et leur donner envie de faire quelque chose de nouveau et qui est aussi passionnant. Je me souviens de m'être dit, je ferai jamais un métier qui me passionnera autant que ce que je viens de vivre.
Et c'est pas vrai. Aujourd'hui, je me lève le matin avec envie, avec une vraie raison d'être, qui est aussi forte finalement. Alors en termes d'adrénaline, certainement un petit peu moins que ce que j'ai pu vivre, mais en tout cas en termes d'épanouissement professionnel, c'est vraiment très proche de ce que j'ai pu vivre. Tu parlais d'accompagner des sportifs de haut niveau dans leur reconversion. Aujourd'hui, le spectre des services proposés par RH Mobilité est plus large que ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à développer ton offre ? Alors vraiment, Passerelle est née de cette envie d'accompagner des sportifs. Et une fois que j'ai eu accompagné les sportifs dans leur reconversion, j'ai aussi eu envie d'accompagner les sportifs dans le choix de leur carrière professionnelle et un petit peu de leur triple projet. Le projet perso, le projet professionnel, études ou autre, et le projet sportif. Et là, j'ai commencé finalement à accompagner des plus jeunes, des personnes entre 15 et 17 ans. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui était fait au sein des collèges, lycées, etc. pour accompagner les jeunes dans le choix. On leur dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Pompiers, infirmières, médecins, finalement ce qu'ils connaissent, soit ce que font leurs parents. Donc voilà, j'ai eu aussi envie d'accompagner des jeunes. Et puis à force d'accompagner des jeunes, j'ai eu envie d'accompagner des personnes en reconversion, des femmes de 30-35 ans qui finalement s'ennuient depuis 15 ans et qui avaient envie de changer. Et puis en fait au fur et à mesure, de fil en aiguille, de bouche à oreille, d'opportunité en opportunité, j'ai fini par accompagner toute personne désireuse d'être acteur ou actrice de sa vie, de changer de vie, de se reconvertir et d'être moi là présente à ce moment-là dans l'accompagnement de ce changement, de recherche d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. On va revenir un peu plus tard sur ta carrière sportive. On s'intéressait au rachat de RH Mobilité que tu as effectué en 2017. Comment ça se passe, un rachat d'entreprise ? Quelles sont les grandes étapes ? Est-ce que tu peux nous détailler ça ? Alors ça a été très bizarre, le rachat d'RH Mobilité. Ça a été une fois de plus encore une vraie belle histoire de rencontre. Et cette rencontre, elle commence avec Amélie, qui aujourd'hui est salariée sur la structure. Mais en 2015, Amélie se forme au MBTI, qui est un des questionnaires dont nous nous servons vraiment au quotidien. Et elle se forme avec quelqu'un que je connais très bien, qui lui dit « Tu habites à Brest, n'hésite pas, appelle Alice pour préparer ta certification. Elle saura t'accompagner, te répondre, etc. Et t'aider à passer cette certification. » Donc ce que fait Amélie, qui me contacte tout à fait gentiment, sauf que en l'occurrence j'étais enceinte jusqu'au cou de mon deuxième et elle passait sa certif genre le 1er septembre et moi j'ai accouché le 17 août. Et donc je lui dis écoute oui d'accord mais on le fait en visio, déjà à l'époque on était quand même doués, on le fait en visio, on va échanger comme ça sur cet élément-là, donc une semaine après avoir accouché de Victor, voilà, je l'accompagne dans la préparation de sa certification. Elle passe sa certification, on se revoit quelques semaines après. On commence à travailler ensemble, à se donner des contrats, et puis elle apprend qu'RH Mobilité est à vendre. Et elle donne mon numéro à l'ancienne salariée Gwen, qui était à l'époque dans la société. Gwen m'appelle, je la rencontre. Puis je rencontre Ariane Viette qui partait à la retraite et qui avait vraiment besoin de savoir que RH Mobilité allait être repris par quelqu'un qui portait les mêmes valeurs, les mêmes envies, qui avait un parcours qui était proche du sien, qui avait des valeurs qui étaient conformes aux siennes et qui allait faire vivre RH Mobilité comme elle voulait que RH Mobilité continue de vivre. Donc dans les étapes hyper importantes, il faut déjà être sûr que la salariée qui est en place, puisque moi en l'occurrence j'ai racheté, il n'y a qu'une salariée, que la salariée ne veut pas racheter, puisque sinon la salariée est bien entendu la première à pouvoir le faire. Donc c'est à elle de se positionner aussi, donc c'est déjà quelque chose d'important. Et puis c'est le seul moment de ma carrière où je me suis entourée d'un avocat. C'est-à-dire que j'ai créé toutes mes structures moi-même. J'ai rédigé les statuts de toutes mes structures, que ce soit SAS, SCI. J'ai toujours rédigé moi-même les statuts, enregistré moi-même les statuts, géré les greffes du tribunal, etc. Mais là, j'ai eu besoin d'un avocat pour m'accompagner dans ce rachat, dans l'écriture de cet acte, qui est plus compliqué, je trouve, que la création pure. Et puis, comme quand on achète quelque chose, ce besoin d'être sûr qu'on ne se trompe pas. Surtout que là, ça s'appelle racheter un fonds libéral. Donc c'est un peu comme une patientèle ou une clientèle. Est-ce que j'achète du vent ? Est-ce que j'achète quelque chose ? Est-ce que j'achète au bon prix ? Donc voilà, ça m'a permis aussi de me poser la question. Alors par rapport au chiffre d'affaires, à combien on doit acheter une entreprise ? En tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusée en termes de réflexion intellectuelle, de savoir comment je me positionne, qu'est-ce qui semble important à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc c'est une belle histoire de réseau et une belle histoire de personnes ressources pour aller jusqu'au bout. Et en fait, Ariane Viette m'a choisie quand même. Parce que je pense j'étais pas toute seule sur le rachat. Ariane et Gwen ont choisi que ce soit moi parce qu'elles avaient confiance en ce que j'allais en faire. Et depuis 3 ans, RH Mobilité a bien grandi. Quelle est aujourd'hui votre activité principale ? Quelle est la ou les prestations d'ailleurs, que vous réalisez le plus ? Aujourd'hui, ce qu'on fait le plus en termes de... Alors on est toujours dans notre idée d'accompagnement au changement, des organisations et des individus. Si je me
place en termes de chiffre d'affaires. Ce qui aujourd'hui représente la plus grosse partie, c'est vraiment le conseil aux TPE et aux PME et l'accompagnement individuel via le bilan de compétences et le coaching. Voilà, c'est vraiment les deux grosses activités phares, on va dire. Après, dans le conseil aux TPE, on peut aussi trouver le recrutement, ça peut être aussi l'accompagnement à la mobilité professionnelle, ça peut être aussi toutes les prestations d'outplacement, etc. Mais voilà, on va dire que le conseil RH pur et l'accompagnement individuel via le bilan et le coaching sont nos activités principales. On va te poser quelques questions sur les ressources humaines en général. La première, pourquoi externaliser son recrutement ? Quel est l'intérêt de passer par un cabinet externe ? Est-ce que le dirigeant n'est pas le mieux placé pour le faire ? Alors, je pense déjà que recruter est un métier et qu'en tant que chef d'entreprise, on n'est pas toujours extrêmement doué. On n'a pas forcément les compétences, les appétences et le recul pour le faire. Après, pour moi, l'externalisation du recrutement doit pas être totale. Et nous, ce qu'on propose souvent, c'est de l'aide à la décision. C'est-à-dire que le chef d'entreprise va pouvoir avoir sélectionné peut-être 2, 3, 4, 5 candidats. Et nous, on va arriver en support pour l'accompagner sur des points sur lesquels il hésite, etc. Et pour nous, aller titiller le côté finalement personnalité, le côté RH, alors que lui, il va aller titiller le côté technique. Et je reste persuadée que pour bien accompagner une entreprise dans un recrutement, il faut très bien la connaître et très bien connaître son dirigeant. Aujourd'hui, nous, on accompagne quelques grands groupes brestois dans le recrutement. Je ne recrute pas pour toute la ville de Brest. Je recrute pour certaines entreprises que je commence à très bien connaître, où je connais très bien les managers, je connais très bien leur manière de fonctionner, pour être en capacité de leur proposer quelqu'un qui correspond à leurs attentes. Et quand on parle de recrutement, on parle aussi de match en fait entre un manager, un chef d'entreprise et un salarié. Et ça m'est déjà arrivé de dire à un salarié, mais là, avec l'échange qu'on a aujourd'hui, là, maintenant, sur vos attentes, vos appétences, vos compétences et vos envies, si je puis me permettre et si vous me donnez l'autorisation de le dire, n'y allez pas. Vous allez vous ennuyer. Dans 6 mois, vous êtes parti. Et voilà, c'est ce recul-là aussi d'être capable de dire, là, je pense que vous êtes surdimensionné par rapport au poste, ou vous êtes sous-dimensionné et vous allez droit dans le mur quelque part. Et c'est tout l'intérêt finalement d'avoir cette capacité de faire ce pas de recul en tant que RH recruteur, ayant l'intuition d'eux pour pouvoir accompagner les entreprises au mieux. Sans ce recul, on arrivera certainement à un mauvais recrutement, mais quel en sera l'impact pour l'entreprise ? Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais nous donner, sans citer de nom bien sûr ? Des exemples, j'en ai en pagaille. Malheureusement, des exemples, j'en ai en pagaille. Alors un mauvais recrutement, déjà ça coûte très cher. Pour commencer, parce que se séparer d'un collaborateur avec qui on ne s'entend pas ou qui ne fait pas l'affaire, etc., ça coûte très cher. Donc, premier impact négatif, le côté financier de l'affaire. Et puis, bien sûr, tout ce que ça peut engendrer en termes de mauvaise ambiance dans les équipes, de remise en question, de perte de confiance au niveau des équipes, de perte de confiance au niveau des managers, etc. Donc, recruter mal ou recruter trop vite, ou ne pas prendre le temps de bien se poser, de vérifier, de pouvoir faire cet accueil aussi, parce que parfois le recrutement est bon, mais l'accueil dans l'entreprise n'est pas bon. Il faut prendre le temps d'accueillir, que la personne quand elle arrive, elle ait sa tasse, alors je rigole, sa tasse, sa carte de visite, son ordinateur, ses accès mail, autant de choses qui montrent à la personne qu'elle est attendue et qu'elle va pouvoir apporter effectivement ses compétences parce que, entre guillemets, tout le côté matériel est mis de côté et qu'elle est prête et qu'elle est là et qu'elle va pouvoir effectivement produire et rapporter quelque chose de tangible à l'entreprise qui vient de la recruter. On va parler d'un sujet qui fâche un peu en ce moment, c'est le Covid-19 et la crise économique et sanitaire qui en découle. Est-ce que ça a eu un impact sur les ressources humaines ou est-ce que ça a permis de développer de nouvelles pratiques ? Est-ce que tu penses que ces nouvelles pratiques se pérenniseront ? Alors, le Covid-19 et l'impact du Covid-19 sur les entreprises, c'est un vaste sujet. Je pense que c'est une opportunité vraiment très importante de développer de nouvelles manières de travailler, de développer de nouveaux outils et qu'il va falloir saisir maintenant l'opportunité de les pérenniser. Je pense qu'il ne faut pas tout pérenniser non plus. Il y a des choses qu'il ne va pas falloir garder, il y a des choses qu'il va falloir garder. Il va falloir prendre le temps aussi de se dire, voilà, on a vécu un gros changement. Moi déjà, je vois la différence énorme entre le premier confinement et le deuxième confinement. Lors du premier confinement, c'était extrêmement compliqué de mettre en place les rendez-vous via visio. Les gens avaient un peu peur, même souvent les connexions n'étaient pas très bonnes, etc. Deuxième confinement, vous dites aux gens, ok, on passe tout en visio, il y a un problème pour personne. Personne n'annule, personne ne reporte. Voilà, c'est presque rentré dans les mœurs, c'est classique, c'est normal. Ok, vous voulez le faire en visio, on le fait en visio. Donc je pense qu'il va y avoir un impact positif là-dessus, c'est-à-dire qu'on pourra passer en visio quand on est malade, on pourra passer en visio quand on pourra plus se déplacer ou parce que l'accompagnement se fait loin ou qu'il y a des kilomètres à faire, etc. Maintenant, je pense que, et en particulier dans nos métiers des ressources humaines, l'humain est au cœur de nos métiers et il faudra garder le fait de se voir, de continuer à travailler.
On pourra faire toutes les formations qu'on veut sur manager, garder le lien sans le lieu. Il n'y a rien de tel qu'une bonne machine à café, un déjeuner, voilà, des échanges en direct, informels, pour phosphorer et pour amener les plus belles choses dans les entreprises. Donc non, on ne va pas tous rester chez nous dans les 5 prochaines années. Comme tu l'as dit, les Français ont découvert le télétravail de manière un petit peu abrupte en mars dernier. Tu as un petit peu évoqué ce qui pouvait poser problème avec cette méthode de travail. Mais est-ce qu'il y a aussi des bénéfices à ce que les collaborateurs télétravaillent ? Alors, pas forcément sur les 5 jours de la semaine, mais par exemple 1 ou 2 jours ou quelques journées dans le mois. Alors, j'ai envie de faire une différence entre le télétravail qui est lié à l'épidémie et le télétravail tout court. Le premier confinement, la plupart des salariés sont tombés dans un télétravail forcé, qui, à mon sens, n'est même pas un télétravail et ne devrait même pas porter le nom de télétravail. C'était du maintien à domicile forcé avec ses enfants sur les genoux. Moi, j'ai essayé. Faire un coaching avec mes 2 enfants sur les genoux, c'est pas possible. Je perds le fil, je suis pas en capacité d'eux. Donc non, ça, c'est pas du télétravail. Maintenant, effectivement, le fait de travailler chez soi, seul, dans un endroit dédié, sur des heures fixes, peut avoir un avantage. Particulièrement lorsqu'on a besoin de concentration, qu'on n'a pas envie d'être dérangé par ses collègues. Particulièrement lorsqu'on n'a pas de bureau, par exemple, fermé, qu'on travaille dans des open space, etc. Quand on travaille dans des métiers de comptabilité ou dans des métiers qui demandent beaucoup de concentration. Oui, effectivement, je pense que le télétravail peut, dans ces cas-là, avoir un avantage. Mais une fois encore, j'ai envie de vous partager la vraie question qu'il faut se poser, c'est de quoi le collaborateur a besoin, de quoi le collaborateur a envie. Si le collaborateur a envie de télétravailler, de quoi a-t-il besoin pour télétravailler ? Une bonne connexion, une pièce dédiée, que ce soit pas le mercredi après-midi. Dans ce cas-là, je pense que tous les bénéfices sont là. Mais si le collaborateur n'a pas envie de télétravailler, on ne va pas non plus rendre obligatoire le télétravail auprès de tous les collaborateurs. Toujours se poser la question de quoi a-t-il envie, de quoi a-t-il besoin pour réaliser cette envie. Et je pense que si on part de ces 2 points de vue-là, on arrivera à ce que ceux qui veulent télétravailler, télétravaillent, et ceux qui ne le souhaitent pas ou qui n'en ont pas besoin ne le fassent pas. Voilà, je pense que c'est vraiment important de se poser la question de ce dont on a envie et de ce dont on a besoin. Et si on se place du côté des managers, avant le confinement, on observait un certain nombre de freins chez les managers à voir leurs collaborateurs travailler de chez eux. Est-ce que tu as pu observer une évolution, un changement de mentalité à ce sujet, à condition qu'on soit bien sûr dans le télétravail, tel que tu nous le décrivais tout à l'heure ? Vous savez, on est dans une société où les entreprises sont très axées sur le présentéisme. Travailler de 7h du matin à 23h30, ça prouve que vous êtes intelligent. Je fais partie de la génération, et en tout cas de la catégorie de personnes qui pensent que si tu travailles de 7h à 23h, c'est que tu es mal organisé. Tu ne dois pas travailler de 7h à 23h, et de toute façon, tu ne peux pas être efficace de 7h à 23h. Et effectivement, cette éducation managériale reçue fait que beaucoup de managers pensent que si le collaborateur est chez lui, il ne travaille pas. Il est vrai que quand le collaborateur est chez lui, il va sans doute faire aussi autre chose en même temps, ce qui est très probable. Je reste persuadée qu'une fois encore, c'est la confiance que tu mets dans ton collaborateur. Si ton collaborateur, il est chez lui et qu'il travaille aussi bien, voire plus, voire mieux, c'est très bien. C'est au manager d'être capable d'accepter que c'est pas parce qu'il ne voit pas son collaborateur en train de travailler que son collaborateur ne travaille pas. Donc finalement, une fois encore, c'est changer de prisme, changer de regard et accepter qu'on peut très bien travailler chez soi. Maintenant, personnellement, je n'ai pas envie de télétravailler. Aujourd'hui, j'ai des bureaux dans lesquels je me sens bien et quand je pars le soir, je ferme la porte et je laisse à l'intérieur les problèmes, ce que j'ai pu vivre, la lourdeur des accompagnements que je peux avoir parfois, et je ferme. Et je n'ai aucune envie de faire ça chez moi. Et quand j'arrive chez moi, alors particulièrement en ce moment, c'est la guirlande électrique dans le sapin de Noël et les enfants, et ça c'est différent. La formation fait partie des services proposés par RH Mobilité, et on sait qu'elle a beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec la loi Avenir Professionnel de 2019, et également avec l'explosion des formations à distance plus récemment. Quel est ton avis sur le sujet ? Sur la loi Avenir Professionnel, la réforme de la formation, mais aussi les formations à distance. Alors je crois que depuis que je fais des ressources humaines et depuis que je travaille, tous les ans, il y a une nouvelle loi sur la formation professionnelle continue. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Alors la veille juridique fait partie de ma formation, on va dire, scolaire de départ, donc c'est quelque chose que je suis vraiment très bien. La réforme de la formation professionnelle, aujourd'hui, tout a été fait, en tout cas pour que ce soit plus simple. Je pense que ça a été le cas pour tout ce qui va être compte personnel formation, accès à la formation.
Quand j'ai racheté RH Mobilité, j'ai passé une première certification qui s'appelait le Datadoc. Donc RH Mobilité était datadocké. Je passe dans 15 jours la certification Calliope, l'audit qualité pour être organisme de formation. Audit qui est extrêmement tourné vers les grosses entreprises, les gros centres de formation. Donc c'est encore quelque chose de nouveau, cette loi à venir et de la réforme de la formation professionnelle. Maintenant, voilà, ce que j'ai envie de vous partager par rapport à la formation à distance, c'est que, en tout cas, chez RH Mobilité, une fois qu'on le pourra, la quasi-totalité de nos formations reviendront en présentiel. Je crois qu'il faut savoir différencier deux choses. Ce qu'on appelle le transfert de connaissances et la montée en compétences. Pour faire du transfert de connaissances, de sachant, effectivement, je pense qu'on peut le faire en distanciel et peut-être même probablement qu'on peut s'enregistrer et vendre sa formation au fur et à mesure, systématiquement, tous les ans, etc. Je pense qu'on pourra le faire de cette manière-là. Mais là, on parle vraiment de transfert de connaissances de sachant. Si vous voulez faire de l'intelligence collective, si vous voulez faire de la montée en compétences, je pense que rien ne remplacera jamais le présentiel. On a parlé de certains bouleversements en termes de ressources humaines. On a parlé notamment du télétravail ou alors du travail à domicile selon la manière dont ça se passe. On a évoqué là la formation. Est-ce qu'il y a d'autres grandes tendances qui émergent, soit du fait de la crise, soit de manière un petit peu plus long terme, mais qui se concrétisent en ce moment? Je pense que la crise sanitaire a amené déjà beaucoup de dispositifs financiers, beaucoup d'aides financières pour les entreprises. Il ne faut quand même pas oublier toutes les aides qui sont possibles. Et en termes d'accompagnement RH, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à un jeune, un emploi. Et puis là, je ne vous parle que de ça, mais on peut aussi parler du plan de relance verte, qui sera quelque chose qu'il faut savoir saisir. C'est une vraie opportunité pour les entreprises. Je pense que tout ce qui va être la responsabilité sociétale des entreprises va prendre une place vraiment plus importante. Je crois que c'est le moment à tous de se poser la question et d'aller chercher la raison d'être de son entreprise. C'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé ces derniers temps, sur quelle est la raison d'être d'Équilibre, quelle est la raison d'être d'RH Mobilité, et puis finalement quelle est ma raison d'être. Et comment est-ce que je vais amener les gens à réfléchir différemment, à leur montrer que tout est possible. Voilà, je pense que ce sont des tendances qui vont vraiment prendre de l'ampleur pour moi en 2021. Justement, tu nous parles d'Équilibre. Est-ce que tu peux nous présenter Équilibre, ta nouvelle activité, en parallèle de RH Mobilité? Équilibre, c'est mon dernier bébé. On va dire que Passerelle, c'était le premier. Après, j'ai eu 2 enfants et Équilibre, c'est mon dernier bébé. Donc Équilibre, c'est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne avec des professionnels du mieux-être, des professionnels intéressés par l'équilibre des temps de vie, l'équilibre vie pro, vie perso, sur le territoire breton. C'est vraiment un réseau, un agenda en ligne, une mise en relation avec toutes ces professions qui existent aujourd'hui, qui sont mal connues et qui, à mon sens, sont utiles dans la prévention des troubles psychosociaux. Alors, dit comme ça, Équilibre semble un peu éloigné du cœur de métier de RH Mobilité. Tu nous diras tout à l'heure si c'est le cas ou pas. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette nouvelle aventure et de créer une plateforme de rendez-vous avec des experts? Eh bien, vous voyez, je crois que RH Mobilité n'est pas si éloigné que ça d'Équilibre et Équilibre n'est pas si éloigné que ça d'RH Mobilité, puisque finalement, je crois qu'ils ont la même raison d'être. Alors en fait, c'est pas éloigné pour un élément, c'est que déjà, le recrutement, c'est notre métier. Et qu'aujourd'hui, c'est nous, RH Mobilité, qui recrutons les experts qui sont en ligne sur la plateforme. C'est-à-dire que personne ne peut aller s'inscrire sur la plateforme d'elle-même, tout seul, et proposer ses services. Non, avant de pouvoir s'inscrire sur la plateforme, vous avez forcément un entretien avec une des consultantes d'RH Mobilité pour s'assurer des certifications, des qualités, des valeurs et s'assurer que tous les éléments sont partagés et par les consultantes d'RH Mobilité et par le praticien qui souhaite s'inscrire. Effectivement, le développement web, c'est pas notre métier, mais nous avons fait appel à quelqu'un d'extrêmement compétent sur le sujet, qui nous accompagne et qui est extrêmement réactif et qui nous permet aujourd'hui d'avoir quelque chose d'absolument formidable et qui fonctionne bien et qui, en termes de design, est beau et qui sera une application mobile en 2021, j'en suis persuadée. Et bientôt, RH Mobilité et Équilibre deviendront des éléments incontournables du territoire breton. Tu viens de nous expliquer qu'il y avait une certaine proximité entre RH Mobilité et Équilibre. Alors pourquoi avoir créé une deuxième société et ne pas l'avoir développée au sein de RH Mobilité directement ? Alors en fait, il y a deux raisons. La première, c'est que ma maman m'a toujours dit de ne pas mettre mes œufs dans le même panier. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Si, elle m'a toujours dit de ne pas mettre mes œufs dans le même panier, mais c'est pas pour ça. Alors la première vraie raison, c'est que je voulais m'associer, je suis toute seule sur RH Mobilité en tant que dirigeante, et je voulais m'associer pour Équilibre. Et je voulais associer Amélie,
dont je vous ai parlé au tout début de notre entretien tout à l'heure, je voulais l'associer sur Équilibre. Je voulais qu'elle ait des parts dans cette nouvelle société. Et du coup, c'était plus simple pour moi de créer une deuxième société dans laquelle on s'associerait, plutôt que de garder RH Mobilité et de mettre RH Mobilité en danger aussi, puisque RH Mobilité est une société qui tourne très bien. Et je ne voulais pas non plus prendre le risque que RH Mobilité ait des soucis, quels qu'ils soient, par rapport à Équilibre. Si on se place d'un point de vue utilisateur, qui peut s'inscrire sur la plateforme ? Quels sont les profils des gens qui s'y inscrivent et qui s'y connectent ? Alors, si je me mets du côté client, tous les clients peuvent s'inscrire, tout le monde. Vous, moi, mon voisin, la voisine, tout le monde peut s'inscrire sur le site Équilibre pour aller prendre des rendez-vous en ligne. Et c'est gratuit, bien entendu. Si je me place du côté praticien, on va aujourd'hui accueillir sur la plateforme tous les professionnels qui s'intéressent à l'équilibre des temps de vie. Donc on va aller du sophrologue au coach, en passant par le conseiller en bilan de compétences, naturopathe, équithérapeute, ergothérapeute, kinésiologue, j'en oublie forcément. Mais finalement, toutes ces pratiques, dites parallèles, dites douces, qui permettent aux personnes de retrouver cet équilibre, retrouver un sens. J'ai l'habitude de dire qu'on peut arrêter de fumer sans patch, on peut dormir sans somnifère, et on peut trouver un sens à sa vie sans médicaments. Si des auditeurs sont intéressés par la plateforme, quels arguments pourrais-tu leur donner pour qu'ils s'inscrivent ? Alors une fois encore, si on parle des clients, je leur ai dit mais allez-y, ça ne vous engage en rien. Allez regarder, il y a des présentations des métiers, allez découvrir ces métiers que peut-être vous ne connaissez pas. Allez trouver des solutions aux maux que vous pouvez rencontrer par rapport au sommeil, par rapport au sens, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent nous voir en disant mais j'ai plus de sens dans mon travail, je suis en quête de raison d'être, de moi. Donc allez-y, allez regarder. Et puis pour les praticiens, écoutez, j'ai eu envie de créer cette plateforme car je me suis rendu compte que dans les accompagnements que je pouvais avoir au quotidien, je dois accompagner entre 80 et 100 personnes par an. Souvent, j'avais besoin de trouver une autre personne qui avait une autre compétence que la mienne pour accompagner la personne avec qui j'étais. Et je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas forcément un naturopathe à Brest, je ne connaissais pas forcément un hypnothérapeute, je ne connaissais pas forcément un sophrologue ou une réflexologue. Et j'ai besoin vraiment de créer aussi ce réseau pour que les gens puissent se recommander entre eux, mais entre pairs, entre personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes certifications, etc. Donc c'est Équilibre, c'est plus qu'un agenda, c'est plus qu'une prise de rendez-vous en ligne, c'est aussi un réseau de gens qui partagent une valeur commune, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. La plateforme Équilibre est réservée aux professionnels du bien-être vie professionnelle et vie personnelle qui exercent en Bretagne. Pourquoi avoir privilégié le territoire et ne pas l'avoir ouvert à toute la France, à moins que ce ne soit prévu ? Alors, c'est pas vraiment prévu. Aujourd'hui, il y a déjà des plateformes de prise de rendez-vous en ligne avec des professionnels du mieux-être qui peuvent exister sur toute la France. Mais moi, mon but, c'était d'avoir d'abord un ancrage territorial. J'ai besoin de personnes qui, autour du cabinet, autour de Quimper, autour de Brest, autour de Lorient, autour de Rennes, autour de Saint-Brieuc, pouvaient se recommander entre eux. Et l'ouvrir à toute la France, c'était pour moi prendre le risque de se perdre. J'avais besoin d'un ancrage breton local, présent ici. On va peut-être redonner l'adresse de la plateforme à nos auditeurs s'ils veulent s'y connecter. Rendez-vous-équilibre.fr. Super. Merci Alice, on le remettra dans les notes du podcast avec le lien. On va refaire un petit focus sur ton parcours de sportive parce que ça a été la première grande étape professionnelle de ta vie. Je crois que tu as commencé toute petite. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est arrivé et ce que tu aimes dans ce sport ? J'ai commencé la voile toute petite, la voile en compétition bien plus tard, mais la voile toute petite avec mes parents, parce que mes parents m'ont toujours emmenée au bord de la mer. Mon père m'a toujours appris à naviguer, à faire du bateau, emmené en croisière. Je me souviens même qu'à 15 ans, j'en pouvais plus d'aller en croisière. Et j'avais plus du tout envie de ça. Mais j'y allais quand même avec mes parents. Donc j'ai toujours navigué, j'ai toujours appris à naviguer, j'ai toujours fait du bateau, j'ai toujours aimé la mer. Finalement, on va dire que mon premier amour, c'est pas du tout la voile, c'est le théâtre. Puisque j'ai fait du théâtre jusqu'à l'âge de 18 ans. J'avais même envie de passer à l'époque le concours du conservatoire plutôt que de faire du droit. Et c'est que plus tard que je me suis mise à la compétition et que je me suis, entre guillemets, jetée à corps perdu jusqu'à la préparation des Jeux Olympiques de Londres et de Pékin. Mais pareil, une fois encore, c'est une histoire de rencontre. J'ai rencontré des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont poussée, qui m'ont dit que j'allais y arriver, qui ont été des vraies révélations dans ma vie et qui ont fait que toute cette première partie-là de ma vie a été dictée et guidée, en tout cas, par le sport de haut niveau et la voile en tout cas. À quel âge tu as commencé la compétition du coup ?
J'ai commencé la compétition vers 17-18 ans. Comment tu es rentrée en équipe de France de voile et en équipe militaire de voile? Alors j'ai dû rentrer en équipe de France de voile avant, donc l'équipe de France de voile c'est sur résultat. Donc il fallait à l'époque je crois faire dans les 8 au championnat du monde ou dans les 4 au championnat d'Europe. Et donc on a dû faire 6 à un championnat du monde. C'est l'année où je suis rentrée du Canada. C'est cette année-là qu'on a dû faire 6 avec les filles au championnat du monde à La Rochelle d'ailleurs. Et c'est comme ça que je suis rentrée en équipe de France et qu'on a commencé à faire ce chemin-là. Il faut quand même savoir qu'il y en a une qui a assisté à l'accouchement de ma fille et l'autre qui est la marraine de mon deuxième enfant. Donc c'est des liens très très forts qu'on a créés et qui existent toujours et que je n'oublierai jamais. Et en équipe de France militaire de voile, alors c'est un peu plus basique dans le sens où effectivement en n'ayant pas de métier à ce moment-là, fallait que je puisse gagner ma vie et donc j'ai été recrutée en tant que militaire. Donc je suis restée 7 ans. En tant que militaire, en équipe de France militaire de voile, pour avoir en fait un revenu et un statut social. C'est une chance inouïe que nous donne l'armée. Ça peut exister aussi à la SNCF, chez EDF, etc. Donc moi, c'était au sein de la Marine nationale, c'était à l'Anvers-Poulmic, de l'autre côté de la rade, ce qui nous permettait d'avoir vraiment un statut social. Et du coup, cette sélection en équipe de France t'a permis de préparer les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et ceux de Londres en 2012. Comment ça se prépare des JO? Waouh, vaste question. En travaillant. Dur. En naviguant des jours et des jours, des heures et des heures. C'est très complet parce que on n'est pas dans un sport, la voile, qui est un sport où on peut être, entre guillemets, chouchouté. On mène notre projet, on est acteur de notre projet tout du long. Donc vous avez tout ce qui va être la recherche de partenariat, vous avez tout ce qui est la communication, vous avez tout ce qui est la préparation du bateau également, tout ce qui va être le matériel, et puis évidemment l'entraînement, alors l'entraînement physique, c'est-à-dire tout ce qui va être les séances de musculation, de course, etc., pour développer nos capacités physiques. J'ai dû perdre 3 ou 4 kilos pour les Jeux de Pékin et je devais en prendre 6 pour les Jeux de Londres, pour vous donner un ordre d'idée. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a tout ce côté physique, bien sûr, et puis après tout le côté entraînement sur l'eau, heures et heures de navigation encore, et toujours plus d'heures pour répéter parfaitement des gestes, connaître parfaitement les manœuvres, être capable de parler, de communiquer, savoir se parler. On a tous des modes de fonctionnement différents, et voilà, être capable de se comprendre sans se parler, être capable de se parler sous stress, comprendre son mode de fonctionnement sous stress. C'est énormément de développement personnel. Je pense que ce qui m'a amenée aussi à faire ce métier de ressources humaines aujourd'hui, c'est que j'avais développé aussi tout ce côté de capacité d'écoute, de compréhension de l'autre, de gestion de l'autre, d'accompagnement de l'autre et de soi-même d'ailleurs dans ce chemin. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui je fais des ressources humaines. Ta carrière de sportive de haut niveau s'est arrêtée en 2012. Pour quelles raisons et comment l'as-tu vécu? Alors je m'en souviens, c'est drôle, comme si c'était hier. À la fin de ce championnat du monde, à côté duquel on est complètement passé d'ailleurs, on est parti, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les 3 à Bali pendant quelques jours. Je suis rentrée et je suis partie faire un voyage assez long en Nouvelle-Zélande avec mon conjoint, mon mari d'aujourd'hui, le père de mes enfants. On est parti pendant plus d'un mois faire le tour de la Nouvelle-Zélande en van. Et quand on est rentré, lui il continuait à naviguer, lui s'était pas arrêté. Je suis restée 1 semaine sous ma couette à pleurer. Et là, je me suis dit, bon, tu vas peut-être pas rester trop longtemps comme ça non plus, ça va pas le faire. Et je suis repartie, je me suis dit, non, il faut bouger, il faut faire autre chose. Il faut que tu reconstruises quelque chose de nouveau. Alors, moi, je m'étais encadrée, j'ai été suivie par une psychologue du sport, bien avant l'arrêt, pour préparer cet arrêt, ce qui m'a sans doute aidée à me relever assez rapidement de ce deuil. Après, il a fallu plusieurs années pour faire le deuil. Je pense qu'aujourd'hui, je crois être en capacité de dire que j'ai fait le deuil. J'ai fait le deuil de ne pas aller au JO, j'ai fait le deuil de ne pas avoir de médaille au JO, de ma carrière de sportive, j'ai fait le deuil de ces moments de joie, d'adrénaline, de joie intense, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots. Mais je me souviens avec émotion de tous ces moments-là et de tout ce qu'on a pu vivre, effectivement. Et pour finir ta carrière, tu as quand même ensuite participé au championnat du monde en Suède. Et tu as dit que c'était pour bien finir ta carrière, sans pression fédérale, juste pour finir l'histoire. Comment est-ce qu'on fait pour bien vivre un championnat important tout en sachant que c'est le dernier? Alors c'est assez rigolo parce que finalement ça n'a pas été le dernier, mais alors de toute façon pour moi c'était extrêmement important de finir l'histoire avec les filles avec qui je naviguais, c'était vraiment très très important. Alors ce qui m'a clairement aidée, c'est que j'étais enceinte de 3 mois, que je l'avais dit à personne et qu'à la fin du championnat j'ai annoncé à tout le monde que j'étais enceinte et mon ventre est sorti d'un seul coup, comme si on lui avait enfin donné l'autorisation. Donc je pense que ça m'a clairement aidée. J'arrêtais ma carrière parce que je voulais un enfant, c'était viscéral, je le ressentais au plus profond de moi-même et c'est une des raisons pour lesquelles quand on s'est fait éliminer en 2011, là, quand on s'est fait éliminer, je me souviens d'être arrivée sur le trottoir de l'appartement et j'ai vu mon conjoint et je lui ai dit « Bon allez, c'est bon, maintenant on fait un enfant ».
Il est resté me regarder genre, c'est bon, elle est folle. Et donc effectivement, je pense que ce qui m'a aidé à le passer, c'était que j'étais enceinte et que je savais que voilà, il y avait une autre aventure qui s'offrait à moi, qui n'était pas forcément celle que j'imaginais en termes de pro, mais en tout cas là j'avais au moins une aventure qui se passait en moi et qui allait arriver, qui était vraie et que j'attendais quand même depuis des années. Donc c'était important. Et finalement ça n'a pas été le dernier et j'ai vraiment fait le dernier, ce que j'ai appelé moi mon jubilé. En 2016, après la naissance de mon fils, mon deuxième, j'ai refait le dernier championnat du monde de match racing sur le même support que celui qu'on avait pour les Jeux de 2012. Et cette année-là, on est vice-championne du monde. Et là, je me suis dit, c'est bon, cette fois-ci, il est temps que t'arrêtes. Donc, tu vas plus. Terminé. T'arrêtes. Cette fois-ci, t'arrêtes. Si t'avais dû être championne du monde, ça aurait été ce jour-là. Donc, maintenant, tu peux arrêter. J'étais avec Anne-Claire sur ce championnat. Et ça m'a fait aussi beaucoup de bien de me dire que c'était cette fois-ci, c'était la fin. Tu participes aussi chaque année à la Women's Cup. C'est une coupe de voile entièrement féminine. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? J'ai commencé à y participer à la création, donc il y a 7 ou 8 ans, 9 ans, entre autres parce que cette Women's Cup était portée par l'ONG Plan, qui défend le droit des filles dans le monde, et c'est quelque chose qui était relativement important pour moi. J'ai participé à la Women's Cup pour plein de raisons. J'ai créé la petite sœur de la Women's Cup qui s'appelle la Mossa Regatta, qui aujourd'hui se déroule en rade de Brest. Aussi pour montrer une fois encore à toutes les filles qu'elles peuvent naviguer, qu'elles ont leur place. On était quand même dans un sport qui est très masculin et pourtant on est un des seuls sports où les femmes et les hommes courent ensemble sur la course au large. On ne se pose pas la question aujourd'hui dans le Vendée Globe de savoir si on va faire un classement pour Sam Davis et Clarisse Kremer et un classement pour les gars. Et c'était pour montrer aussi à toutes les femmes qu'elles avaient leur place et qu'elles pouvaient s'épanouir et qu'elles pouvaient oser et qu'on n'est pas obligé d'être Sam Davis justement ou Clarisse Kremer pour avoir le droit de naviguer et que c'était une possibilité offerte à toutes d'aller naviguer, d'aller s'amuser sur l'eau, d'aller partager des sensations entre femmes en tant que femmes. Tu te définis plutôt comme féministe, on l'entendait un petit peu dans tes propos tout à l'heure. Est-ce que ça change quelque chose dans tes accompagnements ou dans la manière de réaliser tes coachings ? Alors oui, je suis féministe. Je suis féministe dans le sens où je défends les droits des femmes. Et je suis attachée à ce qu'on défende les droits des femmes. C'est bien comme ça que je l'entendais. Et qu'on ne bafoue pas les droits des femmes. Donc voilà, je pense que ça c'est important. Je pense pas que ça change quoi que ce soit à mes accompagnements. Je crois que tout ça est une histoire de respect de l'autre. Je pense pas que ça change quoi que ce soit sur mes accompagnements. En tant que femme, en tout cas, je suis une femme qui aime à penser qu'on doit être respectueux des droits de chacun, d'ailleurs, des droits des femmes, mais aussi des droits de l'homme, avec un grand H, et des droits des hommes aussi, enfin des droits de chacun et de la liberté de chacun, et de respecter la liberté de chacun. Tu fais partie de Femmes de Bretagne, qui est un réseau business. Qu'est-ce que ça t'apporte pour ton activité ou dans ton développement personnel ? Alors, Femmes de Bretagne est vraiment un réseau dit d'entraide. Je suis coordinatrice de Femmes de Bretagne à Brest. J'avais envie de pouvoir donner cette chance aussi que moi j'ai eue, d'être aidée, d'être accompagnée au moment de la création d'entreprise. Moi j'ai eu un mentor qui m'a accompagnée, qui a été mon sponsor lorsque je faisais de la voile, qui m'a accompagnée dans la création d'entreprise, qui m'a accompagnée dans la réalisation de mes devis, qui à un moment donné m'a dit ben non là tu te trompes. Donc je m'étais dit voilà j'ai envie de pouvoir guider aussi des personnes porteuses de projets, des femmes porteuses de projets pour les aider à oser en fait, à se sentir légitimes et à oser. Une fois encore, les inciter à réfléchir différemment pour leur montrer que tout est possible. Pourquoi avoir choisi un réseau quasi exclusivement féminin plutôt qu'un réseau mixte ? Quels sont les avantages d'un réseau féminin ? Alors en fait, une fois encore, je crois que c'est pas moi qui ai choisi Femmes de Bretagne, c'est plutôt Femmes de Bretagne qui m'a choisi. Et j'ai pas eu besoin de rechercher un réseau, etc. C'est plutôt, voilà, la Femme de Bretagne était à l'origine aussi de la Women's Cup au début. Donc Marie Eloi m'avait contactée pour que je puisse être ambassadrice à ce moment-là de Femmes de Bretagne sur la Women's Cup. Ça s'est énormément développé. Et aujourd'hui, je suis coordinatrice. Mais voilà, c'est plus une histoire de vie, une rencontre. Je me suis pas dit, allez, je vais regarder tous les réseaux qui existent à côté de chez moi et je vais choisir celui qui m'a apporté le plus ou me guider le plus. C'est plutôt une fois encore, comme toutes les histoires que je vous raconte, une histoire de rencontres, de belles histoires qui font la magie de ce qu'on vit et le sens de notre existence. Professionnellement, est-ce qu'il y a une réussite dont tu es particulièrement fière ? Alors c'est une question qui est difficile pour moi parce qu'être fière c'est compliqué. Donc professionnellement, je pense que je suis très fière de Passerelle, je suis très fière d'RH Mobilité et je vais être encore
plus fière d'Équilibre. On en reparlera dans quelques années, mais je pense que ça va être quelque chose d'incontournable dans quelques années. Et cette idée-là, c'est nous qui l'aurons eue. Et je pense que j'en serai très très fière aussi. Donc non, je suis fière. Je suis fière de mon parcours, on va dire dans l'ensemble, mais non, je suis fière de. Je reviens à Bali il y a 8 ans et je suis fière d'avoir monté une boîte qui marche. Eh ben, on viendra t'interroger avec plaisir dans quelques années sur Équilibre. Mais en attendant, il y aura quelques moments de détente entre toutes tes activités. Quel est ton endroit préféré en Bretagne où tu pourrais aller te ressourcer ? Mon endroit préféré en Bretagne, c'est un petit mouillage caché au Glénan, sous l'île Drennec. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? C'est une très belle question aussi. Je crois que, une fois encore, c'est pas moi qui ai choisi la Bretagne, c'est la Bretagne qui m'a choisi. C'est assez rigolo, je suis née à Quimper, au hasard d'une mutation de mon père. J'ai habité partout, j'ai habité à Tours, j'ai habité à Compiègne, j'ai habité à Lille, j'ai habité à Toulouse. Pour mon 3e cycle, mon DEA, mon Master 2 en droit, j'ai postulé dans 5 Master 2 et j'ai été prise à Lille, à Marseille, à Nantes, à Brest et à Tours. Et je suis venue à Brest. Je crois qu'être bretonne, c'est avoir envie d'être quelque part et ne plus jamais avoir envie d'en partir. C'est beau. Être bien quelque part et ne plus jamais avoir envie d'en partir. Alors, je pense qu'il doit y avoir d'autres entrepreneurs qui ont la même opinion que toi, parce que la Bretagne, c'est un territoire qui est très fertile en entreprise. Quelle serait pour toi aujourd'hui l'entreprise à suivre en Bretagne ? Équilibre. Autre qu'Équilibre, j'aurais envie de dire BioBlood et Ancrage, si j'ai le droit d'en donner 2 du coup. Ancrage qui est la société d'une entrepreneuse qui vient de se lancer, qu'on a accompagnée dans le lancement, qui aujourd'hui est aussi un peu dans nos locaux et qui travaille avec nous sur la RSE. Alors, BioBlood, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des pâtes à tarte qui sont bio et qui sont fabriquées très localement, pas très loin de Brest, à Ploudaniel. Et Ancrage, est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots, cette société ? Donc Ancrage, c'est une société de conseil en communication, raison d'être, marketing. Super, un grand merci Alice de t'être prêtée au jeu de nos questions. Pour les auditeurs qui aimeraient continuer la discussion avec toi, est-ce qu'il y a un réseau sur lequel ils peuvent te retrouver ? Et est-ce qu'on peut rappeler, s'il te plaît, l'adresse des sites RH Mobilité et Équilibre ? Oui, tout à fait. Donc Alice Le Breton-Ponsard sur Facebook, LinkedIn, Instagram et tout autre réseau social disponible sur la toile. Rendez-vous-équilibre.fr pour Équilibre et puis rhmobilité sans accent.fr pour le conseil RH. Merci beaucoup Alice de nous avoir reçus pour cet entretien. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous, bonne continuation. Merci Alice. Un grand merci à Alice Le Breton-Ponsard de nous avoir reçus chez RH Mobilité et d'avoir partagé son parcours et ses réflexions dans notre podcast. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Alice, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux de RH Mobilité et d'Équilibre dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt.